Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre, le numéro 134, celui du mois d'avril 2026. Ce mois-ci, nous allons parler d'accessibilité au musée. Et je vais donc compléter la playlist thématique du podcast sur ce sujet. Cet épisode complète donc la mini-série sur les 4 handicaps que j'avais réalisé il y a déjà un bon moment où vous aviez justement un épisode sur la gestion du handicap mental et du handicap psychique. Vous trouviez aussi les autres handicaps visuels, auditifs et moteurs. Et d'ailleurs, toute la synthèse de ces épisodes se trouve dans le e-book Les publics au musée que je vous propose à la vente. Aujourd'hui, nous allons réaliser un focus sur l'accueil des visiteurs neurodivergents au musée. Vous vous posez peut-être la question, c'est quoi la neurodivergence au juste ? Alors, la neurodivergence désigne le fait que nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même manière. Certaines personnes perçoivent le monde, les sons, la lumière, les interactions sociales ou les informations différemment de la norme entre guillemets majoritaire. Dans un musée, ça peut vouloir dire des bruits trop forts, une lumière agressive ou des reflets inconfortables, une foule imprévisible source d'émotions particulières, des informations peu claires qui nous troublent, voire créent un syndrome de l'imposteur. Et donc, vous en doutez, beaucoup d'angoisse pour beaucoup et encore davantage pour des personnes dites neurodivergentes. En tant que professionnels des musées, nous devons donc faire le nécessaire pour adapter l'expérience. Pourquoi ? Pour permettre à chacun, chacune de se sentir légitime et à l'aise dans l'espace culturel et muséal, bien sûr. Alors, qui est concerné par la neurodivergence au musée ? Eh bien, par exemple, des personnes autistes ou bien avec un trouble de l'attention, les TDAH donc, les dyslexie, dysprasie, etc. ou à haut potentiel, HPI, Morgane, coucou. Si on additionne tous ces troubles, la neurodivergence concernerait une personne sur 6 en France. Ce qui représente donc un panel de visiteurs importants qui sont présents au musée chez vous, dans vos équipements culturels au quotidien. Alors, comment bien accueillir au musée des personnes neurodivergentes ? Je vous livre ici une checklist de bonnes pratiques. Écoutez bien ces astuces. Tout d'abord, vous pouvez créer des visites sensorielles adaptées, avec une ambiance sonore et une lumière modulée. Ensuite, vous pouvez aussi proposer des supports visuels préparatoires à la visite, des photos, des plans, etc. Ça permet d'arriver sur les lieux de manière plus sereine grâce à ces informations qui créent un climat de sécurité sans stress. Vous pouvez également mettre en place une signalétique claire et prévisible. C'est un point très important pour les personnes neurodivergentes. Ensuite, vous pouvez bien évidemment former les équipes à l'accueil des profils neurodivergents pour adapter vraiment une attitude, un savoir-être adapté à ces profils de visiteurs. Ensuite, vous pouvez aussi proposer des créneaux heures calmes dans votre musée ou sur votre site patrimonial. Enfin, vous pouvez mettre aussi à disposition des accessoires spécifiques, des fidget toys, des casques anti-bruit, etc. J'y reviendrai par la suite.
À présent, après cette checklist, je vous propose 3 exemples inspirants pour l'accueil des personnes neurodivergentes dans différents musées. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un espace que j'aime beaucoup au musée de la Marine à Paris, dont je vous ai parlé précédemment dans l'épisode numéro 120, où je vous parlais justement de bulles de tranquillité dans les musées. C'est en tous les cas comme ça que j'ai décidé, moi, de les appeler. Ces espaces, de calme, de repos, d'apaisement dans les structures culturelles. C'est une appellation personnelle. Peut-être que vous les nommez différemment de votre côté. Je vous mets le lien de cet épisode complémentaire en description pour retrouver facilement ce podcast Douceur et Respire. C'était mon mantra en 2025. Et cet épisode ouvrait cette saison. En effet, lors de sa rénovation, le musée de la Marine à Paris a décidé, grâce au bon conseil de consultants de l'ombre, d'aménager un espace au calme multisensoriel qui permet de souffler dans une alcôve de l'exposition permanente que j'ai moi-même expérimentée. C'est un petit espace exigu, un peu en retrait. Vous pénétrez dans un univers Snow-Alzelen, c'est-à-dire un espace pensé pour le repos des sens. Vous avez des projections lumineuses, toutes douces, une musique d'ambiance, des poufs où vous vous lovez, une colonne de bulles, du bois flotté et des coraux à sentir, il me semble, etc. Dans l'épisode du mois de mars dernier, on avait noté qu'une des 20 bonnes raisons d'aller au musée était souvent de déambuler dans un espace où on peut être en introspection, en conversation avec soi-même, au calme et en sécurité. Et ça, c'est pas forcément pour les visiteurs neurodivergents, c'est pour le commun des mortels, entre guillemets, pour tout le monde. Cet espace original, suivant donc la tendance du Kering Museum, une trend qui me tient beaucoup à cœur chez Funny Museum, et personnellement, répond tout à fait à ce besoin. Et je trouve personnellement que tous les musées devraient posséder une bulle de tranquillité à inventer, à thématiser en fonction de la personnalité des lieux. Une idée peut-être de progression de votre côté dans votre musée. Je vous amène à présent un peu plus loin, aux États-Unis, au Whitney Museum plus précisément. Ce musée a en effet mis en place des dispositifs adaptés aux personnes neurodivergentes, les séances sensory friendly, où le musée devient une safe place. Alors, en quoi consistent-elles ces séances ? Il s'agit par exemple de visites avant l'ouverture au public. Des visites avec des casques anti-bruit fournis, des espaces dits low, aux sensations réduites donc, ou s'allonger, ou encore des ateliers créatifs adaptés pour les personnes neurodivergentes à partir de 6 ans. La dernière initiative dont je souhaite vous parler dans ce podcast sur la neurodivergence au musée nous ramène à Paris, au musée d'Orsay, avec ce qu'on appelle le petit sac bleu. Dans ce sac, donc bleu, des objets simples sont mis à disposition du visiteur pour minimiser sa fatigue et son inconfort lors de la visite muséale. Alors on retrouve ce fameux petit casque anti-bruit à nouveau, des lunettes teintées, une loupe, un sablier et aussi des objets anti-stress. Personnellement, moi j'y glisserais bien une petite balle anti-stress, un petit tissu tout doux, etc. Je trouve cette idée de kit bien-être particulièrement indiquée pour cette problématique de visiteurs neurodivergents, mais pourquoi aussi pas pour d'autres visiteurs finalement. Peut-être que cette initiative parisienne gagnera bientôt ton musée, votre musée. Taguez-moi sur les réseaux sociaux avec plaisir, c'est toujours en effet très utile et plaisant pour moi de voir que le podcast vous a incité à passer à l'action. Avant de nous quitter, voici 3 conseils à retenir. Inclure les besoins et les contraintes des visiteurs neurodivergents est crucial, selon moi, au regard de la population concernée. 1 Français sur 6, souvenez-vous. Ensuite,
Penser le musée comme un lieu agréable et sécurisé est un aspect à prendre en compte dans les expositions. Et ça, je trouve que c'est encore trop mis de côté par rapport au côté informatif, scientifique, éducatif, etc. Le confort, le côté agréable, doux, sécurisé, apaisant, c'est vraiment quelque chose qui doit être davantage poussé dans les expositions de manière générale, expositions permanentes et expositions temporaires. Imaginer ensuite des kits bien-être est une bonne solution. C'est l'option par exemple que j'ai choisie pour mon exposition permanente en cours sur la respiration, mon deuxième projet pour une marque, la Mutualité française. En effet, j'ai l'habitude de proposer aux maîtrises d'ouvrage que j'accompagne, quand je rénove ou quand je crée une exposition permanente, des kits qui peuvent être ludiques ou qui peuvent être aussi bien-être en fonction bien sûr des objectifs de notre projet. Je plante une petite graine, si vous avez ce besoin, n'hésitez pas à me contacter. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, qu'il t'a plu. Sachez que vous pouvez retrouver une synthèse de cet épisode sous forme de carrousel pédagogique sur mes réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, avec donc ce nouveau format que j'inaugure à l'occasion de ce podcast numéro 134 à enregistrer pour plus tard, comme pense-bête, la prochaine fois que vous créerez une exposition où le bien-être et aussi ce type de public inclusif est jugé important dans vos objectifs. Et puis, pour les conseils bonus et les coulisses de projets de Fun in Museum, il y a aussi bien sûr la newsletter mensuelle. Tous les liens sont en description de ce numéro 134 déjà sur ta plateforme d'écoute. Et puis, je tiens à remercier ici Nina Malea James, avec qui j'ai travaillé ces 2 derniers mois chez Fun in Museum, qui a inspiré cet épisode inclusif. Merci à elle. À bientôt en mai sur le podcast J'ai l'œil du tigre.